très très vite. Nous avons, n'est-ce pas, pour ce prochain thème, c'est-à-dire l'IA dans l'industrie africaine, nous avons comme modérateur Monsieur Simo Kamga qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Il est là, prêt. À côté de lui, nous aurons Monsieur Yann Dimitri Ngwe qui est là. Oui, il est là, lui aussi. Je vous en prie. Venez sur le panel, je vous en prie. S'ils sont tous là, je les appelle tous ici sur le panel. Et puis sous vos acclamations, je vous en prie. À côté de lui, nous ferons venir, n'est-ce pas, sur ce panel, le docteur Franklin. Ouais, il est là, le très charmant, élégant docteur qui, n'est-ce pas, va nous développer, n'est-ce pas, l'apport de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, dans l'industrie en Afrique. Je vous en prie, acclamez-le, regardez. C'est un professionnel qui va vous détailler, n'est-ce pas, plein de choses sur le thème. À côté de lui, nous faisons venir ici M. Foming Efedngwa. Monsieur, madame, je vous en prie. Oh là là. Hein? Oh là là. Hein? Bien, vous apprécierez, n'est-ce pas, la beauté de cette dame qui, non seulement elle est toute belle, mais elle est aussi intelligente dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Elle va vous donner, n'est-ce pas, quelques points, quelques éléments qui, n'est-ce pas, rentrent dans l'apport de l'intelligence artificielle dans l'industrie en Afrique. Et je crois que je demanderai à madame peut-être d'aller à la droite pour permettre au modérateur de s'asseoir au milieu. C'est ça, non? Ok. Bien. Si nous avons tout le panel constitué, il manquerait que le modérateur de ce panel il ne manque plus que le modérateur de ce panel et que nous acclamons ici très 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 fort. Il s'agit de Russell Simo Kamga. Sous vos ovations. Ben, c'est l'intelligence artificielle. Nous avons oublié un panéliste, mais l'IA nous a rappelé ça. Monsieur Moinjo, il est là. Je vous demande de l'acclamer, même s'il est venu un peu plus tard. Merci. Je vous en prie. Chers panélistes, à vous les micros et votre public. Thank you very much, Mr. Camden. It's a pleasure to be here and an honor to be here today with you. I'm happy to manage this panel with all of you. But before we start, il y a eu une confusion tout à l'heure. Il a été annoncé que l'événement qui allait avoir lieu à côté devait avoir lieu, serait transféré dans cette salle. Donc, s'il y a quelqu'un qui tenait absolument à écouter l'exposé sur l'infrastructure IA, cet exposé a bien lieu dans la salle d'à côté. Mais maintenant, si vous êtes ici parce que la thématique de l'intelligence artificielle dans les industries africaines vous intéresse, que ce soit la fintech, l'agriculture, la santé, la gouvernance, je vous souhaite la bienvenue. Et je compte sur vous, au plus tard la séance de questions-réponses, pour partager avec nous des questions très pertinentes que mes illustres co-panélistes se feront le plaisir de répondre naturellement. Donc, sans tarder, aujourd'hui, nous allons explorer comment l'IA transforme déjà nos secteurs stratégiques, quels défis subsistent et quelles stratégies concrètes peuvent guider une adoption inclusive, durable et souveraine de l'IA en Afrique. Mais pour commencer, permettez-moi de vous présenter mes copanélistes. Alors, je vais commencer par le docteur Franklin Sevidian-Bezi.
Il est expert mondial en santé publique, il est épidémiologiste et conseiller en sécurité sanitaire globale. Il collabore avec plusieurs institutions internationales et mène une recherche sur l'impact de l'IA dans les systèmes de santé mondiaux et la santé des voyageurs. Je vous prie d'applaudir le Dr Franklin. Accueillez avec moi Laurent Muir. Il est ingénieur logiciel et directeur de l'ingénierie chez Wazipo. Il développe des solutions numériques innovantes pour démocratiser l'accès aux soins en Afrique, et ce, grâce à l'IA. Merci d'être là. Thank you. Yann Dimitri Ingwe est expert en développement commercial et en transformation digitale. Il accompagne les entreprises africaines dans l'intégration technologique et l'innovation stratégique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Très charmante Madame Foning Efengwa. Foming Efengwa. Thank you. Elle est vice-présidente de l'ETEFA, parlementaire jeunesse et promotrice des technologies de santé. Elle milite pour l'intégration éthique et efficace de l'IA en santé publique et bien sûr pour la jeunesse. Welcome. Alors, on va aborder cette thématique en 3-4 volets et on va commencer par se poser la question, pourquoi est-ce que l'IA est déjà essentielle? Est-ce qu'on peut encore s'en passer ou bien c'est un acquis l'IA avec lequel nous devons composer? Donc pour commencer, on va parler d'impact, quel rôle l'IA joue dans nos industries africaines. Et je vais naturellement commencer par Madame Foming. En lui posant la question, vous êtes engagé dans la santé numérique et les politiques jeunesse. Quel rôle l'IA joue-t-elle actuellement dans les secteurs clés comme l'agriculture, la finance et la santé au Cameroun? Okay, Monsieur Simo, thank you very much for that question. Good afternoon, everybody. Okay, so in Cameroon, very little has been done, but I can say that innovators in Cameroon have done commendable work so far as the integration of AI is concerned. Like in the health sector of our nation, we have innovators that have done amazing innovation. Like we have Camer AI by Madame Juliette Kenge. I think that's an AI innovation that is used in the detection, early detection of cancer and diabetes. I think that that's commendable work that is vital in the health industry of our nation. We also have Better Health Cameroon by Dr. Aze. That's also a new startup. It's a teleconsultation application that helps locals to be able to get, like if you're online, you can get someone to give you consultation, and also for emergency care. This is very great also for the underserved population, because if you cannot get a doctor on site, at least you can get a professional online that can attend to you. In the agricultural sector, I'll say I know of a very popular startup, a tech startup. It's AgrixTech, if I'm not mistaken, by Mr. Adamu. He is the co-founder of AgrixTech. It's also an innovation that can use AI imaging to tell if plants are sick, to tell if plants need fertilization. Also, it can be used to test soils, the texture, moisture, if it needs irrigation. You know, this is very important because 60% of Cameroon's farmers and agriculturalists are smallholder farmers, and if they're able to have AI tools that they can utilize to improve crop production
and reduce losses, then I think it's great for national food security. Also, in the finance sector, we have Afriland First Bank. I think that's Cameroon's biggest finance group. I heard they now use AI-driven credit cards, and this is very good because it enhances customers' experience with their financial services. I think that all of these roles that AI is playing, yes, it's very little, but small changes can create huge impact. And I think that this is something that we cannot take lightly or underlook. We have so much to do. AI has so much potential, but we have done what we can, and we're looking forward to doing more in the future. Thank you. Thank you very much. Alors, même pour moi, en tant que modérateur, c'est très saisissant ce que Mme Fournier vient de partager avec nous, parce que nous passons dans le concret. Elle nous cite des startups qui commencent à produire, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine du numérique, ça se concrétise. Oui, ce matin, on avait l'impression que l'Afrique a raté le virage, mais là, on a des voix qui nous disent que le virage raté n'est pas complètement la fin du trajet et que à côté, il y a des choses qui se passent, même si nous ne sommes pas au courant. Merci, madame. Merci. Madame Fournier a parlé de la santé et Laurent, moi, Chevasy, pour vous êtes à la pointe de la e-santé, de la santé digitale. Pourquoi l'IRA est-elle particulièrement importante aujourd'hui dans le système de santé africain? I'm on the other side. So, thank you very much, Mr. Simo, for this opportunity. So, and thank you, participants. So, AI is very important in the health sector, and the dear lady cited startups. Unfortunately, she did not cite Waspito, but I would like to clear the I air. am deeply sorry. That Waspito is actually adventuring into the AI space. And we started this about a year ago. It's true we have not yet launched this, but we are trying to launch this before the Q4 of this year. And one aspect why we have not launched this yet is because it's healthcare. So we want to take all the parameters necessary before launching this. So why is it important in the healthcare sector? Today, Waspito primarily uses AI as a tool to facilitate and aid in diagnosing simple problems. So it's a tool that doctors use already in the app. If you have not heard of Waspito, Waspito is an online platform where we connect users or patients to healthcare providers, simple as it is. So today with Waspito, you can consult a doctor, you can book an appointment with a laboratory, and you can have the lab come towards you. And how we use AI to facilitate this is that we help shorten that process. For example, many people here don't even know how to use Google Map, but you can use your WhatsApp. So today, Waspito has created an AI tool that just from your WhatsApp, you can interact with this particular tool, and it helps you find the right service provider with you. So Waspito here can be used to diagnose simple problems. We have people here that when they have a headache, they rapidly go to Google. I'm suffering from headache, what do I take? Google can say, hey, you can take paracetamol and this and that. But Waspito helps in regularizing that stuff, and through its AI that is building, of course, from a model that has already existing, we are trying to fine tune that, and it helps in symptoms, like I earlier mentioned, diagnosis, helps to connect patients to healthcare providers rapidly and shortly. And lastly, where we are improvising in the healthcare domain is analysis of images. We have on our platform, we have people that after a CT scan, they share the information with the doctor. Of course, everything is encrypted and everything. The doctor can then, of course, he remains the ultimate expert to tell what is going on in this particular case. But with the help of AI, he can say, hey, AI, could you interpret me these results? And AI will give him just a basic stuff, but we rely solely on his professionalism and his heart as a doctor or as a professional
in the field to give his utmost conclusion on the stuff. So that is how we are using AI in the healthcare space as of today. Thank you. Thank you very much. Je suis de plus en plus fasciné. Ce matin, nous avons eu droit à des approches académiques qui nous ont introduits sur le sujet, ce qui est très bien pour avoir l'aperçu général. Madame Fournier nous a parlé de plusieurs startups qui sont dans le domaine, donc on passe dans la pratique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que tout de suite d'avoir le promoteur d'un startup en Afrique qui utilise notre contexte local pour trouver des solutions à l'IA dans le domaine de la santé qui pour nous est un domaine essentiel. Thank you very much. Après la santé, naturellement, il va falloir aller vers l'alimentation, donc l'agriculture. Et Monsieur Yann Dimitri Ngwe, vous vous intéressez à l'impact macroéconomique de l'intelligence artificielle. Permettez-moi de vous demander comment est-ce que l'IA peut-elle transformer les pratiques agricoles en Afrique pour renforcer la sécurité alimentaire? Ok, déjà, rebonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation. Je remercie également Madame Choumi et toute l'équipe. Je pense que c'est une très belle initiative aujourd'hui qui se situe dans le cadre de tout ce qui est innovation au Cameroun et globalement en Afrique. Donc, pour répondre à la question, je dirais que déjà l'IA, de façon très simple, a une vocation très transformative. Dans le domaine de l'agriculture, domaine dans lequel j'évolue depuis quelques temps avec le groupe Solevo, où j'occupe les fonctions de Business Development Manager Digital and Services pour 4 marchés africains, le Cameroun, le Ghana, l'Angola et Madagascar. Donc ça que cette vision, en fait, pour moi, est beaucoup plus large que le Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, on parle plus de l'Afrique. Donc je vais beaucoup plus me situer dans ce sens-là. Donc Solevo, c'est beaucoup plus sur la partie fertilisant. Voilà. Mais nous travaillons avec les exploitants et nous avons l'occasion justement de rencontrer des personnes. Et aujourd'hui, par exemple, dans le cadre d'un projet qu'on a eu à mener il y a quelques temps en Côte d'Ivoire, on a rencontré une très belle start-up qui s'appelle Joule, voilà, qui fait ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Voilà. Avec cette stratégie d'agriculture de précision, ça permet d'augmenter ou de tripler le rendement. Et globalement, aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, les grands défis aujourd'hui, c'est de nourrir la population africaine qui grandit énormément et surtout de pouvoir fournir de produits plus vite et en qualité. Voilà. Donc, grâce à l'agriculture de précision notamment, avec tout ce qui est capteurs, drones, etc., on peut suivre en fait les cultures que l'on produit et savoir concrètement dans telle partie peut être dédiée au maïs, telle partie peut être dédiée au manioc, et on peut suivre ça de manière globale et avoir des rendements de qualité. Que ce soit dans des communes, que ce soit dans des villes, etc., ça permet de travailler dans ce sens-là. Le second volet également qui est très important pour parler un peu chiffres, parce que c'est très important, selon le PNUD en fait, je crois qu'ils ont produit un rapport en 2022 sur la qualité de l'agriculture durable. Si on travaille avec, si on inclut l'IA, si on inclut tout ce qui est innovation technologique dans le secteur de l'agriculture, on peut avoir une amélioration en termes de rendement d'à peu près 60% sur l'année 2030. Donc, tout ce qui est capteur, tout ce qui est drone, tout ce qui est système d'arrosage automatique, voilà. Et aussi, on a la grosse partie sur la détection des maladies grâce à l'IA, parce qu'aujourd'hui, il y a de très belles startups. Je pense à un ami à moi qui est en Algérie, qui a une très belle startup qui s'appelle Phyto, voilà, qui détecte les maladies sur les plantes. Donc, il y a je dirais une fertilisation croisée de travail avec les agronomes, et les agronomes entrent des données, parce que comme on le disait un peu plus tôt, l'IA, ce n'est pas un robot. Il y a des humains qui entrent des données dans l'IA, et dès lors que l'IA détecte la maladie sur la plante, on peut facilement envoyer un technicien agricole, localiser le problème et gérer tout ça. Donc pour moi, de manière générale, l'IA, c'est une opportunité pour l'Afrique déjà, pour l'agriculture, parce que ça va nous permettre de pouvoir avoir des rendements beaucoup plus productifs et surtout construire une agriculture plus rapide, plus intéressante et beaucoup plus durable. Merci. Merci beaucoup. Non seulement nous avons la santé, l'agriculture, où de plus en plus les Africains se mettent et s'investissent avec des projets concrets. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Au-delà du débat qu'on peut faire, beaucoup quand ils parlent de l'intelligence artificielle, ils vont très rapidement vous sortir les noms que nous connaissons tous, c'est-à-dire Claude, c'est ChatGPT, c'est Grok,
Et même ils iront vers DeepSeek et tout ce qu'on peut entendre. Mais tel que vous l'avez constaté sur ce panel, nous parlons de l'IA africaine, des solutions développées en Afrique et même au Cameroun. Parce que tantôt, oui, c'est vrai, ce matin, les statistiques montrent qu'au Cameroun, nous sommes loin derrière. Je parle sous votre contrôle. Mais en aparté, il faudrait qu'on se dise quand même que même si l'infrastructure n'y est pas, même si au rang mondial on ne figure pas, c'est très encourageant de savoir qu'il y a des jeunes comme vous qui est en train de travailler sur des startups. Dr Franklin Vesey, vous travaillez sur la sécurité sanitaire globale et l'IA appliquée au voyage. Nous avons tous vécu la crise du Covid et depuis, tout Camerounais sait ce que c'est qu'une pandémie. Jusqu'à ce que le Covid arrive, c'était un mot comme un autre, mais désormais c'est ancré dans notre culture. Donc permettez-moi de vous poser la question, pourquoi l'IA doit-elle absolument faire partie des stratégies de santé publique et surtout de prévention des pandémies en Afrique? Good afternoon all. Thank you very much for the question. So I want to start this, permit me, moderator, who here got infected with COVID-19? If you got infected with COVID-19, please put your hand up. Good. The question is, where did that infection come from? Right, let me come now. It started where? China, right? But we ended up having it in Cameroon and in fact, worldwide. So I want to say, AI must be a core part of public health and pandemic preparedness because it offers scalable, real-time, and adaptive solutions to the long-standing health problems of Africa. We are facing health work, shortage, thanks to Wasipo and the rest that are trying to bridge the gap. We are facing surveillance issues. How do we get real-time data to make informed decisions? So with AI, we can strengthen our surveillance. You know, AI captures data that is inputted by us. AI is human intelligence in machines, right? If we don't have quality data, how will this AI analyze and give us information that can be used for targeted interventions? So we also have digital health records that are in some databases, WHO databases, there are many of them. But with AI and the algorithms that are built behind it, it can easily analyze this and give, targeted, help us for targeted interventions. The other thing is about optimizing resource allocation. How do you know that this number of people need this particular supplies, medical supplies or countermeasures and things like that? AI can help in giving that kind of prediction. Another important thing is about travel health risk management. You know, the truth is that in the airport, when you are traveling, if you have traveled before, they will be asking for your vaccination card, they will be asking for your, other documents and everything. How can we embed AI into, the border health system? Meaning that you don't need to be holding those yellow cards or everything. Once you go, you show your phone, AI has been coded in the system, it just scans, it removes your health information and everything and say that, okay, this is this, this is that. So we are getting there, but it's still a long process. I don't want to talk much. There's a lot about AI. But what I want to iterate is that AI is not a luxury. AI is like an accelerator for a resilient and data-driven public health, apparatus. Thank you. Thank you very much. Maintenant que nous avons exploré quelques opportunités, maintenant que nous avons vu le concret et surtout que nous avons constaté que la volonté y est. La volonté y est, l'engagement est là, le start-up naissent. Voyons un peu quels sont les défis, sachant que même s'ils ont différentes casquettes, nous avons des gouvernants ici et des personnes qui peuvent éventuellement nous faciliter le chemin. Donc, posons-nous la question des défis et essayons de voir ensemble quels sont les principaux défis quand on parle de l'IA dans le contexte africain. So, please, let me start with you, Mrs. Phoning. Let us explore the barrier of AI adoption together. So, I will start with the question, what concrete challenge does Cameroon face in adopting AI, and what a realistic solution can be considered?
Okay, thank you so much for that question. We we have talked so much. The panelists from the other sessions have talked about power failures, frequent power seizures, poor internet connection, and even digital illiteracy. And all of this we've talked about, digital illiteracy can be bypassed by organizing conferences like this to sensitize the public about the importance and how AI can be utilized to facilitate work and day-to-day activities. Poor reception, we have to work on that, in collaboration with telecommunication networks like MTN and Orange. Those are the most prominent networks that we use in Cameroon. So the state stakeholders in charge of telecommunications will have to collaborate with these networks to enhance the reception and to work on speedy internet connection. But there is something that I have not heard today, and it's resistance to change. Resistance to acceptance of AI. The Cameroonian man is used to their comfort zone of not knowing AI. So you having to introduce AI to them, you have to change their mindset about it. You have to inform them and consistently tell them about AI importance to them, because they're not interested to know what AI is doing to other people. They'll ask you the first question, it has worked for China, yes, will it work for me? That's what they want to know. So you need to tell them how it would work for them. You need to tell that taxi man out there that AI can help you to get more customers, and he'll say, yes, I'm in, I want to make money. You need to tell another professional in another field how they will use AI to be profitable in their day-to-day business. The rest of what AI can do for them doesn't really concern them like that. They want to just know that AI is useful to them, and that is what is going to prompt them to leave their comfort zone and accept change as AI being integrated in sectors of Cameroon. So that's my perspective, and that's how I think we can combat the challenges faced in integrating AI in our nation. Thank you very much for the answer, because that's something that we normally, please. That's something that we normally do not consider in the conversation. We just think at the infrastructure, but not on the human side. Quand on parle de l'IA, la plupart des gens voient les barrières et les défis du côté infrastructurel, mais il y a l'aspect humain que Madame a mentionné, et c'est effectivement la question que les Camerounais, les Africains se posent. What is for me inside? Qu'est-ce que l'IA m'apporte? Pour moi, quoi dedans? Pour pas dire en français facile. Donc oui, c'est un challenge, et les acteurs vont devoir se déployer effectivement pour apporter des réponses à ces questions, et c'est ça qui va faciliter et accélérer l'adoption de l'IA dans les populations africaines. Please, if you could pass the microphone. En général, quand on parle de défis, on voit tout de suite des barrières, on s'attarde sur des difficultés, mais moi j'aimerais poser toute une autre question à Monsieur Laurent Moi, c'est comment est-ce que malgré les difficultés, il réussit à avancer? So let me put the question in English. So how were you able to integrate AI into Waspito services despite infrastructure limitation? All right. Thank you very much for the question. So infrastructure-wise, like we have all identified, but I was happy with the fact that I think last year, we had a very good and interesting visit at Camtel data center at Zamangwe. So I was very surprised that Camtel has a very good data center. This is not a promotion, but it is, yeah, because their service après-vente is something else. Right. So, yeah, but they have a very good infrastructure. So that is, let's not always say we don't have the infrastructure. So, and they are, I think, the only
third tier data center in the whole of Central Africa region. So how has Waspito used AI despite these challenges? It is worth noting that we have built these startups for, or this particular startup Waspito for 4 years now. And most, especially the challenge that we faced was education and resistance to change. I'm sure most of you might have seen the billboards there, Waspito and all of that on the streets, but people today, if you ask them what is Waspito all about, they will not tell you what Waspito is all about. And that's the Cameroonian mindset and all of that. So how we were able to do this was we decided to first find the problem. Okay, today we have one patient, or I could say one doctor is to about 500,000 patients in Cameroon or in the African context. Many people try to travel from Africa just to go abroad to find a physician, to find a doctor, things that they could just ask. We had an interesting conversation with the director of BEAC, and he was telling us that he will never consult a doctor that graduated here in Cameroon. And we're like, how is that possible? Meanwhile, you are training people for 7 years and all of that. So we started with identifying that problem, and we took a practical case. What are the people used to? So we identified that most people, because we have built a very wonderful platform, and it's accessible and free to everyone. We have doctors that post articles daily there, and we have over 10,000 articles on healthcare topics. So what our AI does is it monitors your activity per day, what you read, often things that you are interested, and we have groups like sexual groups, Club de Mama, and all of that, people who are adamant to diabetes and all of that. So our AI rapidly curates this data that doctors, of course professional in the domain, we don't base ourselves on Google data. These are doctors, Cameroonian doctors, that write these articles. So our AI prompts these articles to our users. And how we applied it concretely is that we built a WhatsApp bot today. You can chat with the WhatsApp bot, and that WhatsApp bot is giving you feedback based on data that has been written in or on our platform. So we don't just randomly search the internet and all of that. So firstly, on our WhatsApp bot, we have a recommendation system. I think most of you have used Leo of UBA, where you just go and type and say, okay, I want my IBAN, I want to talk to an agent and all that. So we have similar use case, but how ours is a little bit cornered is that it is oriented healthcare. So think of it like Facebook for healthcare. So you go there, you ask your question, and if the AI cannot help you, because we have a disclosure or a disclaimer where we say, please do not take 100% what this thing is telling you. Always consult a medical doctor and have advice from these medical doctors. So despite all these infrastructural challenges, how we were able to climb up, or I could say get past this, is we brought a tool that is familiar to the people, which is their WhatsApp. They don't need to download our app as of today. Just go to your WhatsApp and communicate with this particular bot, and it will give you exactly what you need, especially in the healthcare domain. And if you don't find that, we always have a backup plan, which is consulting a doctor. And on our platform, 24/7, you will always have a doctor who is on guard and who will always reply to your problematics. So that is how we use AI in order to mount the infrastructural challenges that we had, especially in the Waspito sector. Thank you. Personnellement, je trouve que c'est génial ce qui est déjà réalisé. Je rentre avec tellement d'informations qui me sont nouvelles. Hein. Je ne savais pas que on avait des centaines, des milliers de publications purement camerounaises pendant que les Européens se battent pour avoir des données. Nous les avons, ces données. Elles sont répertoriées, elles sont travaillées. Et en plus, l'accès à ces données est fait par des outils que nous avons déjà, à savoir WhatsApp. Donc, quoi de plus ingénieux que de se retrouver fasciné par ce que nous faisons déjà dans l'intelligence artificielle. Maintenant, si je vais regarder d'autres obstacles dans les secteurs publics, par exemple, Yann Dimitri Ngwe, quels sont les obstacles principaux que vous avez rencontrés dans la digitalisation via l'IA dans les secteurs publics et dans les secteurs privés? Ok, merci pour la question. Donc là, je vais prendre une autre casquette. C'était une expérience un peu passée quand j'étais consultant dans un cabinet.
Et on avait un gros projet avec l'État du Burundi qui était question de digitaliser, de faire en sorte que l'État du Burundi se digitalise intervalle 2020-2025, stratégie 2020-2025. C'est une stratégie qui avait été décidée par la présidence de ce côté-là. Et parlant de public, c'est quelque chose qui m'a profondément animé. C'est que déjà, le premier obstacle, je pense que c'est la quasi-totalité des pays d'Afrique, voilà, c'est surtout le déficit infrastructurel. Parce qu'on a de gros problèmes d'Internet, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à construire de gros projets. Et c'est ça la première difficulté. Maintenant, la deuxième difficulté aussi, en face, aussi dans le public, c'est les compétences des interlocuteurs. Parce que beaucoup sont restés dans leur parcours de fonctionnaire, ils n'ont pas changé, essayé de faire des adaptations. Donc, du coup, en face, généralement, dans une mission, vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui a son schéma mental tracé et il est très difficile derrière de le convaincre. Ça, c'est la deuxième chose. Et peut-être la dernière chose aussi, qui, dans le secteur public aussi, c'est aussi, je veux dire, c'est une crainte de leur côté, c'est parce qu'ils ont des données sensibles. Parce que les États manipulent des finances, des questions de santé, etc. Il y a des données très importantes. Et là aussi, un des obstacles, en fait, c'est de les rassurer, surtout les rassurer que les informations ne seront pas divulguées ou utilisées à des fins un peu complexes. Moi, je pense que sur la partie publique, c'est un peu ça les réalités. Mais je pense qu'avec des acteurs sur le marché, il y a pas mal de jeunes entreprises, de jeunes consultants qui font du beau boulot, qui essaient d'apporter des solutions intéressantes. Maintenant, sur la partie privée, je pense que, comme la copanéliste l'a signifié, la première chose, c'est la peur du changement. Parce que notamment dans les grandes entreprises, quand on arrive, on a des collègues qui ont 20, 25 ans de boîte et qu'on leur dit, bah, écoute, le jeune homme qui est là, c'est lui qui s'occupe de la digitalisation. Les gars se disent d'abord, bah, écoute, c'est quoi, il fait quoi? Il monte, il descend, il fait quoi? Donc concrètement, c'est déjà leur permettre de comprendre ce qu'on est en train de faire et leur montrer l'avenir de ce qu'on essaie de construire. Parce que le monde d'aujourd'hui, peu importe le domaine, change, il évolue. Voilà. Donc les entreprises aussi en interne devraient préparer les employés au changement. Parce que c'est ça aussi le gros challenge. Parce qu'il y a beaucoup de peur derrière. Beaucoup se disent, bah, on va me chasser bientôt. Déjà, je suis bientôt vers la porte de la retraite. Le petit et ces choses-là, ils vont me chasser. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Au contraire, ça peut aider, par exemple, l'activité commerciale à aller plus vite. Ça peut aider nos techniciens, peut-être agricoles sur le terrain, à aller plus vite, à mieux servir nos différents clients. Et peut-être pour terminer, toujours dans le privé, peut-être l'obstacle aussi, ce serait vraiment aussi, c'est aussi un besoin de formation. Dès lors qu'on a inclus le changement dans une entreprise, il faut former les collaborateurs, les mettre à niveau pour qu'ils puissent comprendre clairement quelle est la vision de l'entreprise et quel est le virage stratégique que l'on prend. Moi, je pense qu'au niveau du privé, avec ma petite expérience, c'est les deux grands enjeux qu'on a pu relever. Donc, merci. Alors, avant de poser la prochaine question au docteur, je vais mentionner quelque chose que les experts en IA savent, c'est que l'IA, entre-temps, c'est connu que l'IA a une maladie que le grand public ne connaît pas. Ça s'appelle l'hallucination. Et effectivement, oui, les IA, ils hallucinent. C'est dans la nature de leur mode de fonctionnement. Et en gardant ça à l'esprit, je vais vous poser la question de savoir, votre étude que vous avez conduite montre que l'IA grand public, comme ChatGPT, peut véhiculer des biais régionaux qui sont encore acceptables par rapport à l'hallucination. Mais quel danger représentent déjà ces biais régionaux pour la santé mondiale et africaine? Thank you very much for the question. Just to give a bit of background, I'm a global health security consultant with Shoreland Travax. It's a premier kind of travel medicine decision making. For example, when experts want to travel to a country, you have to ask what medications, vaccination that I need to take, what is the risk there, what is the medical risk, and all of that. So in carrying out this research, we have discovered some interesting things. For example, ChatGPT, if you subject a question, I'm traveling to Tanzania next month, what medications and vaccinations do I need? It will give you some kind of alarmist, precautionary, heavy, dangerous message compared to another country, maybe in Southeastern Asia, that has that kind of risk too. I don't know whether you get me. So because of the data that has been, garbage in, garbage out, what is there online and things like that,
chat will just go and curate them and is giving that kind of language. And that can lead to some kind of inequalities because we will not be blinded to feel like maybe Africa, this is how the situation is and things like that. We're not saying that it's not the case. I'll give an example. When COVID-19 came, there were models that COVID will wipe out Africa, in quotes. But what happened? When it actually came, our immune systems, all the infectious diseases that we have, the catarrh, common cold, and the rest, it makes you develop antibodies that really protect you and things like that. So COVID did not affect Africa the way it was. Are we together? So another thing too is about trust. I have done queries. I have subjected queries to chat, and it has given me, in fact, non-existent references. So imagine, and it's very critical, even in academia. You tell you that this is a reference, and if you go and check, you will see nothing there. So we have to be careful. ChatGPT cannot replace a doctor, cannot replace a public health professional. So we are saying that if we are not careful, if we are not really, if it is not calibrated, if the algorithms are not ready in a way that it wipes out this bias of, of geographic areas or whatsoever, we'll be having the tendency of receiving the outputs of queries we give into AI, not really reflecting the reality. Thank you. Thank you very much. Ce panel est tellement fascinant que j'aurais tellement de questions, vu la profondeur de l'expertise qui est représentée. Mais le public a des questions. Et avant qu'on passe au public, je vais vous poser une dernière question à chacun, en vous priant de donner une réponse relativement brève, même si je sais que le débordement de connaissances que vous avez rend ce genre d'exercice un peu difficile. So let me start with Mrs. Froning. The question in French will be comment s'assurer que les femmes et les jeunes soient réellement inclus dans la révolution IA en Afrique? So in English, I'll ask, how can we ensure that women and youth are truly included in Africa AI revolution? Since a lot of people in this room are young people, and there's a lot of women. We are really happy to see it. Thank you so much. So, in my perspective, the way in which we can ensure that women and youths are included in this revolution of AI in Africa, and not only in Africa, also in our nation, is for women. We can encourage women to pursue careers and diploma programs in STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Also, we can provide free mentorship programs. I think if there are organizations or state stakeholders that are interested in promoting AI, if they can sponsor free mentorship for women to train them on artificial intelligence and even other tech fields, I think that this is going to ensure their involvement in the revolution of AI. For the youth, I think that carrying out more and more programs like this, even in public spaces, it's going to engage the youths more because they are fascinated when they see information on social media. And so if you tell them that there is a certain program and it's going to be beneficial for them, or perhaps they're going to get a certificate. Mind you, there are so many youths out there that are interested in having a certificate. Maybe they've never even had education before. And you tell them that they're going to be having free education about AI. It's fascinating. They've heard about AI, but maybe they don't know what AI is. They've never had the opportunity to study AI. So if you have programs that can make them eligible to having these programs and even having certifications or diplomas, then it's going to fascinate them to be more interested and more involved in the revolution of AI. Thank you. Thank you very much. Just pass it over. Since you have seen a lot of
implementation or things going on in the healthcare area. Mr. Laurent, which type of AI use case have the greatest impact on health based on your work at Waspito? Yeah, okay. For me, the greatest use case, I will try to not prioritize it because it's healthcare. Someone who is suffering from malaria might not be the same person who is suffering from HIV. The one from malaria can die quick and all of that. So, yeah. So, first use case, I would say, going straight to the point, is in simple symptom detection. So, there are people that they have biased opinions on some kind of things. We have people that they say, okay, this can cure this and all of that. So AI can help in that kind of use case. Simple symptoms detection. Next is the optical character recognition that I mentioned up here, where you have the possibility to share the results with the doctor. It could be a CT scan, it could be a wound, and all of that. Then it can help to guide the doctor on how they can better practice what they are best knowing to do. And lastly, I would like to put it here in this context is in the term of moderation. So we have a forum, like I earlier mentioned, we have an application with several thematics and all of that. And we find ourselves, since it's an exchange between patients and doctors, patients come and ask questions that, hey, I have a headache, I've not seen my menses for 2 months and all of that. What can you give to me as recommendations? Of course, doctors have several opinions on this topic. But we use AI, especially in our context, to moderate that kind of stuff because you don't know who is who. Sometimes patients come and leave also their own comments behind and say, hey, there is one doctor in the backyard that can give you a medicine that you would take and all of this. But someone can take that and you find himself bleeding for 2 weeks and all of that. So another practical use case that we use AI is in the context of moderation in the healthcare space. And that is why I said earlier to conclude that we have not yet released this because we have taken our time, 4 years of hard work and curating data that has also been garbage out and garbage in, like my colleague was saying, but at least we are getting into the correct sense of data to curate this data. So moderation is a very practical use case of AI because we don't want to find ourselves like a platform that misinforms the public. So I would say those are the practical use cases. Thank you. Thank you very much. On ne saurait parler de l'IA en Afrique sans parler de l'argent. Donc, du coup, Yann Dimitri Ngwe, dans la FinTech, pourquoi l'intégration de l'IA est-elle cruciale pour l'inclusion financière, sachant que dans beaucoup de pays africains, avoir un compte bancaire, c'est pratiquement un luxe, surtout dans les régions rurales. Pourquoi donc l'intégration de l'IA est-elle cruciale pour l'inclusion financière? Ok, donc sur cette question, je pense que c'est un sujet très très important pour l'Afrique parce qu'aujourd'hui on a globalement un continent sous-bancarisé, c'est une réalité. Aujourd'hui on a encore des gens qui gardent l'argent sous le matelas, donc je pense que c'est une profonde réalité et qui sont confrontés à beaucoup de difficultés. Donc moi je pense qu'à ce niveau, l'IA va véritablement être un impulseur. Par exemple, comme nous sommes dans une dynamique très pratique, je vais prendre un exemple avec une très belle start-up que j'ai découvert il y a quelques temps au Nigeria qui s'appelle Carbon, qui, grâce à l'IA, permet de savoir concrètement le taux de crédit qu'elle peut accorder à un usager. Voilà. Donc, il y a des analyses du traitement de données qui est fait et ça leur permet de savoir voici tel type de montant qu'on peut prêter à tel type de personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce système de FinTech libéralisé permet que plein de personnes sont beaucoup plus ouvertes à aller vers la banque. Et je pense aussi quelque part aussi, l'IA aussi va permettre aussi de faire une sorte d'éducation financière au niveau des personnes. Parce que les gens qui ne vont pas à la banque, qui ne vont pas vers tout ce qui est financier, c'est parce que parfois ils ne connaissent pas. On a nos grands-mères, etc., qui disent que la banque vole mon argent. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être dans un monde évolué et pouvoir avoir accès à beaucoup de choses, notamment pour les personnes qui font des affaires, etc., pour avoir du crédit, il faut avoir un compte en banque. Moi, je pense que l'IA va être vraiment un élément transformateur, non seulement pour fiabiliser les analyses, notamment dans la question du prêt, parce qu'aujourd'hui, on a plein de ménages qui grandissent, qui évoluent et qui justement ont besoin de prêts pour se développer.
ça, l'IA va permettre voilà, de soutenir cela. Et on a aussi la PME qui est à peu près 90% sur le secteur, enfin, sur le continent africain, qui aussi, pour se développer, pour devenir la grande entreprise qu'on souhaite, a besoin aussi de crédit. Là, les analyses via l'IA vont permettre aux analystes en banque, peut-être qu'il y en a dans la salle, de mieux fiabiliser leur démarche pour mieux structurer le secteur productif africain. Et peut-être pour terminer aussi, toujours, toujours sur la partie FinTech, je pense également que l'IA également va être un élément qui va permettre aussi aux sociétés de faire beaucoup plus confiance aux consommateurs de produits financiers. Et surtout aussi, permettre aux sociétés de pouvoir bâtir des produits financiers adaptés aux besoins du marché. Parce que là, c'est un autre débat aussi sur le continent. Parce que la plupart du temps, on a des produits financiers qui ne répondent pas aux besoins du marché. Et je crois que l'IA aussi va permettre, avec les études qu'elle permet, de pouvoir construire une Afrique financièrement inclusive. Merci. Merci beaucoup. J'ai encore tellement de questions quand je suis en face d'autant de savoir que je voudrais poser pour pouvoir partager ce savoir avec vous. Mais je pense que les questions, vous pouvez les poser aussi bien que moi. C'est pour ça que je vais vous donner l'occasion directement de poser ces questions. Et je vois déjà 2 mains. Peut-être qu'un microphone peut leur être apporté. Qui peut porter le microphone? Donc, on va prendre la première question à droite, monsieur. Good evening, everybody. I'm Dr. Minzini, doctor in pharmacy. My question is referring to using AI in health. We all know that before even getting to the part that using doctors will use AI, starting from our education, it has already become an inherent part of what we use for our personal studies. Compared as before that, we'll use textbooks to read all whole through chapters. Now we just go directly to AI and ask a specific question. Now this is my question. How can the healthcare sector or us as medical personnel, what can we do to mitigate the influence that AI will have on our diagnostic reasoning in decision making and clinical intuitions? Like what can we do or what can be done to make sure that no matter how you use your AI tools, the know-how that you give in the health sector is still holding that weight, or that is still showing that you know that know-how as a medical personnel compared to what was before. Because choosing the effect is okay. Thank you. Thank you very much. A very good question. May I ask you to say something about it? And you to add. Well, thank you very much, Doctor, for your question. So I'll just go straight to the point. Like I earlier mentioned, you are responsible, you the doctor are responsible for what you do, because at the end of the day, if a patient dies, they will not come and ask the AI. They will ask but you, that what happened for this, before this thing happened and all of that. So we can just use AI in your sector or in the healthcare sector to guide you on or to make informed decisions at that point in time T. But the responsibility at the end of the day boils back down to the medical professional, because you know what you are doing. And equally, we can use that to help you connect to other professionals in the milieu. For example, your expertise might be limited, so the AI can use you to connect you with another expert in the milieu to have his own opinion, and then now you can use synergy to balance the equation. But at the end of the day, you are the medical professional and you have to make the decision at the end of the day. Thank you. Yes, just to add something. Do you know that what medical doctors, public health professionals, data analysts used to do in 1 month, AI can do that in 1 day? You get me? That does not replace human intelligence. Everything that comes out as an outcome when you give the query, the prompt, right? You need to read and think about it. Let me give you a scenario. To publish now, there are many journals that are using AI automated systems. If you write an article and prompts and gives AI without editing or whatsoever, they'll just reject it. You get me? So it goes to governance. I think there's a session tomorrow about it. There has to be governance when it comes to AI. What is that thing that is protecting, you know, both the user and the, you know, the system, and what are the algorithms that are being used to write AI? And be careful with the kind of data you're putting there. Like one day,
In fact, we can talk about that after. Thank you. Thank you very much. So the next question will be there, behind. Oh, bonsoir, bonsoir à tous. Merci de m'avoir passé la parole, de me permettre de poser cette question. Bon, moi je suis chez Cédric, infirmier et entrepreneur. Actuellement, on a des difficultés de digitaliser nos projets parce qu'on n'a pas la bonne information, on ne sait pas comment vers qui se tourner pour inclure l'IA dans le processus de mise en place de nos projets. Et comme nous sommes à la bonne porte, on estime que nous sommes à la bonne porte devant des personnes qui ont réussi à travers l'IA. Comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre d'abord à digitaliser ou se rapprocher des bonnes personnes qui puissent nous permettre de digitaliser nos projets? Merci. On va prendre une deuxième et une troisième question, comme ça on va les répondre. Alors, le microphone juste là devant. Non, le jeune devant. Lui, oui, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Good afternoon, everybody. My question will be addressed to Mrs. Ford. Okay. My question will be addressed to Mrs. Foreman. I want to know about your project. I want to know what kind of relation you have with the Ministry of Public Function and Training about the youth of Cameroon. Precisely, what kind of project do you expect or do you have up to help the youth of Cameroon? And the second one question is that I want to also know in your association, do you use IE up to boost your project or no? And the last one is to know, the last question is to know what kind of project do you have about the emergence of Cameroon 2035? Thank you very much for the three questions. Let us first answer those questions. Maybe you can go for the first question, and then in the meantime, she have a little bit time to think about the answer of the other three questions. Ok, merci. Je pense que je vais répondre à la question du monsieur qui est infirmier entrepreneur. Donc, je pense que le nœud ici, pour répondre à votre question, se situe principalement, je crois que mon copanéliste l'a dit, se situe au niveau de la gouvernance. Voilà. Donc, il faut que nos États, je pense qu'il y a certains en Afrique qui sont déjà avancés, je pense au Bénin, je pense à RD Congo, qui ont bâti ce qu'on appelle les stratégies nationales d'intelligence artificielle. Je pense que chaque outil que l'on crée a besoin d'être structuré, sinon ça va dans tous les sens. Parce que dans ces stratégies-là, si vous avez un peu de temps, vous pouvez rechercher sur Internet. Par exemple, dans la celle de la RDC, on a défini jusqu'où un étudiant, par exemple, peut utiliser l'IA, avec le taux qui est pénalisé. Je prends un exemple, dit c'est 10%. Donc si tu as utilisé l'IA à plus de 10%, c'est considéré comme un papier qu'on rejette. Donc ça c'est un exemple par rapport à l'éducation. Dans la santé, c'est pareil. Donc moi je pense que tout dépend. Je pense que le Cameroun a quand même commencé ça, je pense l'année dernière. Je crois qu'il y a un cabinet qui travaille dessus, notre stratégie nationale d'intelligence artificielle. Je pense sur le contrôle d'Olivier. Je travaille. Ouais, voilà, donc c'est ça. Donc dès que le cadre normatif sera fait, je pense que là maintenant vous pouvez vous engager. Parce que c'est toujours bien de travailler en étroite collaboration avec les réglementations. Donc le plus important pour nos États déjà, c'est de voir l'IA comme une opportunité et par la suite créer un cadre réglementaire qui permet aux usagers de pouvoir en faire bon usage dans leurs activités et dans leurs projets. Voilà, merci. Okay, so to answer your question, you asked the question about what my project is on at the moment. So, as Vice President of the Health Tech for All Foundation, we are a foundation with core objective of enhancing healthcare through digital innovations. So, we carried out our first pilot project, the Cameroon Innovative Health Conference, on the 12th of April this year, and we had 800 plus health enthusiasts present, and it was made to sensitize the importance of technology in healthcare systems.
with my current project, we launched the community, the Cameroon Innovative Health Network, which is intended to be a network of 1,000 health professionals. That's people that are already on ground, hands-on, doing the work. And we're actively using data analysis at the moment with AI-powered applications, mobile applications. They are being utilized at the moment. And you said for the year of emergence, 2035, we are hoping that by then we should have come up with our own digital products, AI-powered digital products that we can use locally and that Cameroonians, fellow Cameroonians, our countrymen can benefit from. So that's what we're working towards at the moment. Thank you very much. Le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé et je conclurai en disant tout simplement que les panélistes sont encore avec nous. Donc, si la modération nous permet de prendre une dernière question. Oui, la dernière question, elle viendrait de moi-même personnellement parce que je modère, mais en même temps, j'ai aussi ce droit, n'est-ce pas, de me requérir, n'est-ce pas, auprès des experts. Bien, nous parlons ici de l'intelligence artificielle. Nous essayons de voir un peu ce que l'Afrique, n'est-ce pas, peut utiliser cet outil, n'est-ce pas, pour se développer. Cependant, je vois des pays développés qui créent leur propre intelligence artificielle, c'est-à-dire leur propre serveur. Parce qu'imaginez-vous, vous avez tous WhatsApp, mais si les Américains décident un matin d'arrêter, c'est-à-dire de débrancher WhatsApp, je crois que nous tous ici, on est tous finis. Bien, que fait l'Afrique donc dans ce genre de circonstances? Est-ce que nous pouvons nous octroyer notre propre autonomie? C'est-à-dire qu'en ce sens, c'est vrai, c'est le futur, on va me le dire. Mais en même temps, je dis, est-ce qu'on pense à ça, par exemple? Je vois dans la FinTech, comme mon très frère, le professionnel, il le disait tantôt, que ça permet de recevoir des données, de recueillir des données pour permettre d'analyser ces données pour faire des prêts. Mais que se passe-t-il si demain la banque qui utilise l'intelligence artificielle, on lui tire le courant et puis il n'a plus rien? Qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il était déjà habitué à des choses qui sont tenues par des grandes entreprises. Voilà un peu ma question. Je m'arrête là pour l'instant pour ne pas vous tenir pendant longtemps. Merci. Merci pour la question très pertinente. Étant donné que là on parle du fondament, on va donner 2 éléments de réponse relativement brefs pour pouvoir... Merci. Donc, rapidement pour répondre à votre question, déjà, je pense que l'Afrique se transforme tous les jours. Ça, c'est la première chose qu'on garde à l'esprit. Et qu'aujourd'hui, des moments comme ceux-ci, c'est déjà pour engager l'échange sur la question. Voilà. Donc, je veux dire, on n'évolue pas dans un monde clos. C'est-à-dire, on évolue dans un monde qui est ouvert. Il y a des personnes qui maîtrisent la technologie un peu plus que nous. Mais vraiment, je pense que le challenge de notre continent, et notamment la jeune génération que nous représentons, ce sera dans le transfert de technologie. Faire en sorte que nous puissions bâtir des projets propres à l'Afrique et qui répondent à nos besoins. Et je pense que globalement, l'Union africaine, je crois qu'il y a une commission qui travaille dessus, sur les questions de numérique, de digitalisation, justement, voilà, pour bâtir une IA ou des outils numériques qui sont propres à l'Afrique. Et la deuxième chose, en ce qui concerne les banques, etc., c'est que les banques sont structurées telles qu'elles sont. C'est généralement des groupes internationaux qui ont leurs serveurs à Genève ou je ne sais où. Voilà. Donc maintenant, avec une action concertée, des formations adéquates, je pense qu'en local ici, on pourra créer des solutions propres à l'Afrique. Et enfin, je dis, l'IA, c'est vraiment quelque chose que l'Afrique découvre. On est en train d'apprendre, de grandir sur ces sujets-là. Et je pense qu'avec la génération qui est la nôtre et les générations qui viendront après nous, il y aura beaucoup de très belles innovations. Pour moi, c'est vraiment patience, consistance et continuer à innover. Je pense que l'Afrique brillera de mille feux. Merci. Thank you. And just to conclude your answer is, I mentioned Camtel here. So there are data centers that are being built locally here in the country. I have visited it and it is being powered by Eneo and it has its also own alimentation. It's a wonderful infrastructure. Of course, I hate the fact that I'm giving them flowers because on the other side they are shitty.
But we have those infrastructure. And lastly, there is a projet de loi that is trying to come up with the Ministry of, with the Prime Ministry. So they're trying to encadre everything that has to do with healthcare and numerization of data, which we are active participant on the panel. So that's what we are actively doing in order to solve that problem right now. Thank you very much. Pour conclure ce panel, je dirais merci à tous les panélistes. C'était fascinant et je repars avec plein de noms de start-up concrets qui développent des outils concrets et avec la sensation qu'en Afrique, il y a des choses qui se passent et que oui, le train a certes démarré sans nous, mais nous avons la possibilité d'avancer dans la même lancée. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Et oui, merci.